Le régime des mollahs va-t-il chuter? L'Iran connaît actuellement ses plus grandes manifestations depuis 2022. Lorsque Mahsa Amini a été placé en garde à vue et y est décédé après avoir été arrêté pour, selon l'accusation, avoir mal porté son voile. Les protestations s'intensifient chaque jour dans de nouveaux lieux et pourraient en bientôt atteindre le niveau des manifestations de 2017, 2019 et 2022. On réclame également le retour du Shah, c'est-à-dire de l'empereur de Perse. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qui se passe actuellement et pourquoi. Pourquoi y a-t-il en fait des slogans qui réclament le retour du Shah? Nous voulons discuter de la question de savoir si le régime va tomber, et nous voulons parler de pourquoi Donald Trump pourrait bien avoir le destin des Iraniens entre ses mains. Tout cela ici, dans cette vidéo. Nom d'une pipe, économisez maintenant le plus avec mon code chez Oli. En Iran, des troubles surviennent régulièrement depuis la Révolution verte de 2009. Donc cela fait au moins 16 ans que ça bouillonne en Iran. Le régime iranien a renversé le Shah en 1979 à l'époque, avec une large coalition. Les mollahs ont ensuite éliminé cette coalition et imposé brutalement leur domination. Peu de temps après, l'attaque de l'Irak de Saddam Hussein a eu lieu, déclenchant une guerre qui a duré 8 ans. Le régime a utilisé cette guerre pour se consolider et cela lui a permis de renforcer son pouvoir. Par conséquent, il n'a pas eu à répondre trop rapidement aux revendications. Ce qui restait d'espoir après l'éviction du Shah n'a pas vraiment eu besoin d'être réalisé non plus, car il y avait un bon prétexte pour poursuivre la répression dans le pays. Mais même des décennies après la fin de la guerre avec l'Irak, il n'y a pas eu de réelle amélioration dramatique dans le pays. Et ce, malgré d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Au lieu de construire la prospérité dans le pays, le régime des mollahs veut continuer à répandre la révolution. Cela signifie que l'argent généré dans le pays grâce au pétrole et au gaz est envoyé à l'étranger, afin d'y soutenir des organisations proxy, souvent des groupes terroristes internationaux. Cela fait fuir la prospérité de l'Iran et entraîne également des sanctions, qui réduisent encore davantage la prospérité des Iraniens, ou bien empêchent toute croissance future. S'ajoute aussi le programme nucléaire et ses sites secrets travaillant sur des armes nucléaires, ce qui a entraîné d'autres sanctions. Et enfin, en 2025, la guerre de 12 jours qui a montré que le régime n'a fait que gaspiller l'argent. Car aucune des organisations soutenues qui ont englouti des milliards et des milliards d'argent iranien n'a rien accompli. L'argent a été totalement gaspillé. Même les investissements dans leur propre armée et dans leur propre programme nucléaire se sont révélés complètement inutiles. Ils ont été anéantis par les États-Unis, par les bombes des États-Unis et par les bombes des Israéliens. Pendant des décennies, le régime a donc envoyé de l'argent à l'étranger et soutenu des projets idéologiques, et il les a financés. Tout cela au détriment du bien-être de la population iranienne elle-même. Et cela, même sans succès notable qui aurait au moins pu justifier tout cela. Cela a également conduit à l'exécution de 1922 personnes en 2025. C'est un record en 20 ans, ce qui montre aussi que les taux d'exécution étaient déjà élevés auparavant. L'Iran subit une grave pénurie d'eau, menaçant d'assécher la moitié du pays. Des régions entières risquent actuellement de devenir inhabitables, et cela concerne toutes les couches de la population et rend tout le monde mécontent. Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement de la classe moyenne urbaine qui était mécontente en 2009, mais que désormais cela s'étend à tout le pays. De nouvelles manifestations ont débuté le 28. Elles ont débuté le 28 décembre après l'effondrement des voies iraniennes et n'ont duré que quelques heures. En même temps, cela a entraîné, avec l'inflation, une dépréciation du rial iranien. Et le gouvernement tente de faire face à la situation économique actuelle en mettant en œuvre des hausses massives d'impôts qui devraient augmenter les taxes de 62% pour compenser le déficit causé par des dépenses élevées et la baisse des revenus pétroliers. Ainsi, la British Broadcasting Corporation rapporte ici que les Iraniens eux-mêmes affirment n'avoir perçu que 16% des revenus pétroliers attendus l'année dernière. Il faut comprendre que, d'une part, le prix du pétrole a baissé, mais que l'Iran subit aussi de lourdes sanctions pour les raisons déjà évoquées. Ainsi, les possibilités de créer de la prospérité grâce au pétrole et de stabiliser le budget du pays restent très limitées. Pour pouvoir vendre son pétrole, l'Iran doit, tout comme la Russie, le vendre avec d'importantes remises. Au début, ce seraient les commerçants qui auraient dû protester.
Selon les rapports, tout a commencé avec 100 personnes, puis les protestations se sont répandues dans tout le pays et continuent de s'étendre. Il existe des vidéos où l'on ne proteste plus seulement contre la situation économique, mais où l'on crie aussi « mort au dictateur ». Le dictateur, c'est bien sûr Khamenei, l'actuel guide suprême, dont la mort est désormais réclamée ici. À cela s'ajoutent des slogans comme « Ni Gaza, ni Liban, je donnerai tout pour l'Iran ici ». C'est donc un signe que l'on rejette le soutien financier continu aux organisations mandataires. Car l'Iran continue d'envoyer de l'argent au Hezbollah, au Hamas et aux Houthis, et continue de les soutenir. Alors qu'à l'intérieur du pays, alors qu'en Iran même, l'économie s'effondre. À cela s'ajoute le fait que, en plus des appels à la mort de Khamenei, on réclame désormais aussi le retour du Shah. On fait l'éloge du Shah. De plus en plus d'appels en faveur du Shah se font entendre en Iran. Le Shah est l'ancien empereur de l'Iran qui a été renversé par les mollahs. Et cela est bien sûr, on pourrait dire, quelque peu surprenant. Si vous êtes actuellement en Iran et que vous souhaitez, par exemple, vous renseigner sur le Shah potentiel, sur le prétendant iranien au trône, vous devrez le faire via un VPN. Et cela serait possible, pour ainsi dire, grâce au sponsor d'aujourd'hui, c'est le sponsor de cette vidéo. Pour mes recherches sur la guerre en Ukraine, Militaryland était l'un des meilleurs sites. Il bloque les IP du Panama, donc j'ai vraiment besoin d'un VPN. Avec CyberGhost VPN, le sponsor d'aujourd'hui, j'accède à Militaryland de façon sécurisée et contourne le géoblocage de 40 services de streaming. En seulement 2 clics, vous pouvez choisir l'un des 100 pays proposés par CyberGhost pour débloquer des contenus restreints dans votre région. C'est pareil au Royaume-Uni, donc je peux regarder les meilleurs documentaires British Broadcasting Corporation avec CyberGhost. Aucun journal n'est conservé, donc personne ne sait quel site vous visitez. Avec CyberGhost, toute votre activité en ligne est chiffrée, assurant une confidentialité totale sur Internet. Avec un abonnement, je peux connecter 7 appareils, dont téléviseurs intelligents et portables. Les amis et la famille peuvent aussi l'utiliser avec moi. Le logiciel est convivial et marche sans connaissance technique sur toutes les plateformes courantes. En cas de problème, le support est disponible 24 heures sur 24 aussi en allemand. Des milliers d'avis 5 étoiles sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs en témoignent. En utilisant le lien en description, vous obtenez 83% de réduction et 4 mois gratuits. Vous avez une garantie de remboursement de 45 jours si vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi les Iraniens appellent-ils actuellement le Shah ? Cela ne veut pas forcément dire cela. Il ne faut pas mal comprendre cela, ils ne veulent pas forcément le retour du redouté service secret Savak, qui, sous le père de l'actuel prétendant au trône, a effectivement exercé de la répression dans le pays. Nous devons aussi le comprendre historiquement. Seulement 2. Dans l'histoire iranienne, il n'y a eu que 2 périodes sans domination monarchique, et cela seulement si la République islamique actuelle survit jusqu'en 2029. Les Iraniens se considèrent comme un peuple à l'histoire grandiose, nous connaissons l'histoire iranienne nous-mêmes à travers la Bible, et ils se voient non comme les héritiers de cette histoire fantastique. S'ajoute la démographie, 60% des Iraniens ont moins de 39 ans, ils n'ont donc connu que les mollahs, ils ne connaissent pas du tout le Shah. Pour eux, le Shah représente un Iran sans domination cléricale, donc sans les mollahs qui décident de la façon dont le pays doit fonctionner. Pour eux, l'Iran est sous un Shah. Pour un pays sans idéologie imposée sur la vie quotidienne. Il représente un pays qui n'a pas gaspillé ses richesses dans des guerres régionales par procuration. Les appels au Shah doivent donc être compris comme une opposition fondamentale. Il est le symbole le plus clair d'un changement complet de système. Et Reza Shah, le prince héritier, s'est désormais imposé, du moins à l'étranger, comme le leader de l'opposition. En juillet dernier, il y a eu une grande conférence à Munich avec une large alliance d'opposants. Lors de cette conférence, il a été convenu, ou même exigé comme condition de participation, que l'intégrité territoriale soit préservée, c'est-à-dire qu'aucun séparatisme, par exemple de la part des Kurdes, ne soit toléré. Les libertés individuelles, l'égalité des citoyens et la séparation de l'État et de la religion étaient les principes clés de cette conférence. Mais ici, il faut bien sûr dire clairement que, même si de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux réclamant le retour du Shah, cela ne reflète pas nécessairement la réalité. Ne croyons pas qu'il ait déjà une majorité claire dans le pays. Cela reste à prouver. Mais il semble être celui qui dispose de l'opposition la mieux organisée à l'étranger.
Et à l'intérieur du pays, il est perçu, du moins par une partie de la population, comme une alternative, et manifestement comme une meilleure alternative au système actuel. Entre-temps, il y a eu des actes de violence. Tout d'abord, il y a eu l'utilisation de canons à eau alors qu'ils faisaient des températures négatives. Et cela apporte évidemment une certaine tension, surtout en raison du manque d'eau, lorsque les gens n'ont parfois pas d'eau dans leur canalisation. Mais lorsque les forces de l'État aspergent d'eau des manifestants qui protestent contre la mauvaise gestion du gouvernement, cela revêt évidemment une grande importance. Et le 31 décembre, c'est là que la première utilisation de munitions réelles a été signalée, ce qui aurait entraîné les premiers décès. Au moins une victime mortelle aurait aussi été recensée parmi les troupes du régime. Ainsi, un milicien de Bassetch aurait-il été tué, mais nous pouvons tout de suite utiliser tout cela pour une évaluation des sources, car nous avons ici, par exemple, je l'ai trouvé à plusieurs reprises. Cette vidéo, qui est censée montrer que des armes à feu réelles ont été utilisées, et je peux vous la montrer. Nous entendons évidemment une utilisation claire d'armes à feu. En même temps, on entend aussi clairement le cliquetis d'un fusil à pompe à répétition. Cela signifie que, sur cette vidéo, il s'agit sans aucun doute d'armes à feu, et la vidéo continue encore un peu. Elle montre seulement des personnes tirant à gauche. Donc, même s'il ne fait aucun doute que des armes à feu ont été utilisées, il s'agissait ici de fusils à pompe à répétition. Les fusils à pompe sont l'arme idéale pour tirer des balles en caoutchouc. Les balles en caoutchouc manquent souvent de pression pour assurer un rechargement semi-automatique. Bien que des munitions létales puissent bien sûr être utilisées avec des fusils à pompe, que ce soit des chevrotines ou des balles, les fusils à pompe sont généralement l'arme avec laquelle on utilise des munitions en caoutchouc. Cela signifie que, dans cette vidéo, des munitions réelles ont pu être tirées, mais cela ne peut pas être prouvé en soi. Et il existe donc toute une série de vidéos où l'on entend des tirs, mais où l'on ne peut pas voir sur les vidéos comment cela s'est produit. Comment pouvons-nous le reconnaître ? Je peux vous donner quelques indications, surtout si nous constatons de nombreuses blessures. Le caoutchouc peut causer des plaies, des fractures, voire la mort si les balles touchent la tête à courte distance. Mais si par exemple on voit des blessures à la poitrine qui saignent abondamment, avec de nombreux blessés, c'est un bon indice que des munitions réelles ont été utilisées. En Iran, les fusils d'assaut utilisés sont principalement les G3 et les Avtomat Kalachnikov. Théoriquement, il existe des munitions en caoutchouc pour ces armes, mais il est exclu à 99% qu'elles soient utilisées. Ainsi, si nous voyons les forces de sécurité tirer avec des fusils d'assaut, il est presque certain qu'il s'agissait de munitions réelles. Et dans certaines des vidéos, on entend effectivement des tirs semi-automatiques, ou peut-être même automatiques. Cela exclut aussi presque totalement les munitions en caoutchouc. Au-delà de cette vidéo montrant l'usage de munitions réelles, des rapports crédibles signalent que des manifestants ont été abattus. Il y a donc eu au moins en partie usage de munitions réelles. Et tout cela conduit ou s'accompagne d'une violence croissante de la part des révolutionnaires qui a peut-être été déclenchée par cette violence. Au final, la chaîne exacte n'est bien sûr pas forcément identifiable, mais ici nous avons également une vidéo provenant d'Iran. Et là-bas on entend des personnes masquées, non identifiables, crier quelque chose. Et d'après mes connaissances limitées, c'est du persan pour « mort, mort, Khamenei ». Il réclame la mort du guide spirituel du régime actuel. Et ici, par exemple, on peut bien le voir, ce serait quelque chose comme ça. Nous pouvons ici reconnaître le chargeur banane d'un système Avtomat Kalachnikov 47, c'est-à-dire qu'ici nous aurions un fusil d'assaut. Si cela était par exemple utilisé contre des manifestants, ce serait un indice. Mais nous voyons maintenant que des opposants apparaissent, qui sont manifestement armés avec des armes à feu réelles. Et ils se lèvent contre le gouvernement actuel, contre le gouvernement des mollahs. La situation s'aggrave toujours. Mais à ce stade, je dois dire que je n'ai pas encore trouvé de preuves crédibles de défection. Je n'ai donc encore rien vu qui montre que des forces de sécurité, que ce soit des policiers ou même des militaires, aiment rejoindre les manifestants. Pour que le régime tombe vraiment à genoux, il serait important que les forces de sécurité ne se contentent pas de ne pas se solidariser avec les manifestants, mais qu'elles se solidarisent effectivement avec eux, qu'elles passent de leur côté. Cela rendrait la fin du régime très probable. Parallèlement, des rumeurs évoquent une aide étrangère en approche.
Actuellement, il est rapporté que des milices chiites irakiennes seraient transférées en Iran pour aider à réprimer ces manifestations. Il s'agit vraiment de soulèvements pour aider. De mon point de vue, cela n'est pas encore suffisamment prouvé non plus, mais cela semble probable. De manière générale, une ingérence étrangère directe devient de plus en plus probable. Ainsi, au moins 4 avions de transport Ilyushin 76 immatriculés au Bélarus ont été observés atterrissant à Téhéran en seulement 48 heures. Cela montre un soutien évident, qu'il s'agisse d'armes ou de troupes, mais cela reste supposé pour l'instant. Mais il est tout à fait envisageable que des forces étrangères, c'est-à-dire des combattants, aient également été envoyées. C'était le cas en Biélorussie, lorsque Loukachenko a truqué les élections. Là-bas, des forces étrangères, en l'occurrence les Russes, ont apporté leur aide. C'est chaque fois qu'il y a des troubles au Venezuela, c'est le cas que des forces étrangères viennent en aide au régime là-bas. C'est donc tout à fait possible aussi en Iran, mais il y a des ingérences étrangères. Non seulement probablement de la soi-disant axe de la résistance, mais Trump a eu une rencontre avec Netanyahou, puis il y a quelques jours, il a eu une autre rencontre avec Netanyahou. Là-bas, des journalistes lui ont demandé à quoi cela ressemblerait, s'il soutiendrait une frappe israélienne contre le programme de missiles iraniens. Il affirme qu'il soutiendrait totalement, surtout contre le programme nucléaire si l'Iran n'accepte pas d'accord. Cela signifie que tout récemment, Donald Trump a de nouveau menacé l'Iran. Et à cela s'ajoute maintenant une nouvelle du 2 janvier. Là-bas, voyons ce qui se passe ici, où Donald Trump parle. Si l'Iran tire sur des manifestants pacifiques et les tue, ce qui est courant chez eux, les États-Unis viendront en aide à ces manifestants. Nous sommes prêts et nous sommes prêts à frapper. Merci de votre attention. Cela signifie que Trump menace directement. Si le régime commence à combattre les manifestants avec des munitions réelles, les États-Unis sont prêts à intervenir. Et ici, nous devons le dire clairement, c'est d'une importance énorme. Jusqu'à présent, le régime a réagi de 2 manières lorsqu'il y a eu des manifestations. D'une part par la violence sélective, d'autre part par l'isolement, qui touche les dirigeants. Esret Ortunest. On a placé Révolution tout seul en résidence surveillée, simplement isolée, et ensuite tout cela a pu être contrôlé ainsi. Mais la crise économique et la crise de l'eau provoquent une propagation, car cela concerne désormais tous, du banquier sans eau à l'agriculteur ne pouvant plus irriguer son champ. Cela concerne actuellement tout le monde, et en plus Trump menace maintenant de retirer à l'Iran l'option de la violence. Contrairement à Barack Obama qui observait, Trump menace désormais directement. Et le fait qu'il ait effectivement ordonné un bombardement contre l'Iran il y a seulement quelques mois montre que cette menace est dramatiquement plus crédible que toute autre menace imaginable. Car il a démontré il y a seulement quelques mois qu'il est prêt à utiliser l'armée américaine contre l'Iran, en Iran même. Et cela a constitué une rupture, d'une certaine manière, et rend bien sûr cette menace dramatiquement plus crédible. David Patrick Karakos déclare à ce sujet sur Unheard: « C'est un problème majeur, potentiellement existentiel pour le régime. Les mollahs ont longtemps préféré les exécutions sélectives et la torture à la violence de masse. Mais si cette option leur échappe désormais, ils se retrouvent vraiment en difficulté. Lorsque Trump annonce que les États-Unis sont prêts à tirer, le régime doit prendre cela au sérieux. Les vestiges de son programme nucléaire en sont la preuve, et chaque Iranien a entendu parler de cette détermination. Lorsque les gens commencent à croire qu'ils peuvent protester contre la brutalité de l'État sans raison particulière, les options du régime deviennent très limitées. Ce matin, j'ai discuté avec un ami en Iran. « Que Dieu bénisse Donald Trump », m'a-t-il écrit à moitié en plaisantant. « On ignore ce qui va arriver, mais la colère grandit et la peur diminue », a-t-il ajouté. « Nous vivons comme ça depuis des décennies, nous en avons assez. Il est temps que cela cesse. » Le régime est discrédité après la guerre de 12 jours. Il craint aussi que la répression n'entraîne une nouvelle confrontation armée avec Israël et les États-Unis. Benjamin Netanyahou a clairement fait savoir qu'il aimerait bien terminer le travail. Il a même dû être forcé par Donald Trump d'arrêter les attaques contre l'Iran. Cela signifie que du côté de Netanyahou, on attend simplement une occasion qui donnerait le feu vert des États-Unis pour lancer une nouvelle offensive contre l'Iran. Il est encore trop tôt pour dire que le régime iranien va tomber, mais il est fortement affaibli. Il a connu une catastrophe économique et il est en train de la vivre actuellement. Il traverse actuellement une catastrophe liée à l'eau, avec de vastes régions du pays où il n'y a plus assez d'eau.
Ces problèmes liés à la baisse des nappes phréatiques sont fondamentaux et ne se résolvent pas avec une simple averse. Donc il n'y a vraiment aucune solution rapide envisageable, et encore moins une solution rapide imaginable. Des décapitations massives ont eu lieu pendant la guerre contre Israël, de nombreux dirigeants ont été éliminés et le régime a aussi été discrédité. S'ajoutent désormais les menaces des États-Unis et d'Israël, radicalement différentes après la guerre de 12 jours. Cette fois, elles sont crédibles, car les deux nations ont non seulement prouvé qu'elles étaient prêtes à frapper l'Iran sur son propre sol, mais elles ont aussi démontré qu'elles en étaient bien capables. Les moyens iraniens pour repousser une telle attaque sont insuffisants. Cela pousse le ministère israélien des Affaires étrangères à penser que le régime pourrait vraiment tomber. Côté israélien, on estime qu'on n'en est pas encore à dire que ça va tomber, mais c'est maintenant tout à fait possible. À ce stade, il faut aussi dire qu'il est en partie difficile de savoir dans quelle mesure les déclarations du prétendant au trône sont exactes. L'affirmation selon laquelle des dizaines de milliers de déserteurs des forces de sécurité se seraient enregistrés pourrait n'être que de la propagande. Il ne faut pas l'oublier, surtout que Reza Pahlavi cherche évidemment à gagner en importance. Cela aussi nous devons bien sûr le noter de manière critique ici, mais au final, nous verrons bien. Le régime iranien est définitivement affaibli à l'heure actuelle. Cela peut signifier sa fin. Il est encore trop tôt pour tirer une conclusion et dire comment cela va se terminer, mais nous allons observer tout cela ici et voir comment cela évoluera. Avec un peu de sarcasme et d'humour, on peut dire Khamenei a déjà Assad comme ami à Moscou, qu'il pourra rejoindre s'il doit fuir. Merci à Cyberghost pour son soutien avec cette annonce. Si vous aussi, vous voulez naviguer en toute sécurité sur Internet avec un VPN, cliquez sur le lien dans la description et bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Et c'est tout de ma part pour cette vidéo sur l'Iran. Si vous avez trouvé cela intéressant, je serai bien sûr ravi d'un pouce bleu. Cela m'aide avec l'algorithme. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour le moment. De ma part, un grand merci pour votre attention et à bientôt. Je remercie également les soutiens sur Patreon ainsi que les membres ici sur YouTube. Merci spécialement au lieutenant-colonel Thomas Camp, au lieutenant Jans von Eck et Uwe Dufresne. Zonoms, Tubib Carsten Schulz, Gulaschnascha 4 Mille, Tequila 42, Badass Lawyer, Matt Brick, Robert Viel, Vision Soundlab, Möter, Halbmensch, Halbköter, Mahamori, Burtonment, Jenis Gü, Antix, Sascha Müller, Cunningham Oistres. Merci à eux tous. Sans eux, cela n'aurait pas été possible ainsi.